Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est actuellement 12h37. Alors, la révolution tranquille, voulais-je dire, qui catapulte le Québec dans la modernité dans les années 60, est-elle à bout de souffle? La grande question d'aujourd'hui. Les idéaux qu'elle défendait ont-ils tous été atteints ou bien se sont-ils dilués au point où l'on pourrait désormais parler de la fin de ce cycle historique qui aura duré environ 50 ans? Si tel est le cas, le Québec doit-il se ressaisir, se réinventer afin de se projeter à nouveau dans l'avenir? Telles sont certaines des interrogations que se pose mon chroniqueur Mathieu Bocoté dans son dernier ouvrage intitulé Fin de cycle, paru aux éditions du Boréal et qui fait pas mal parler de lui ces temps-ci. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Si je vous cite en page 14 pour la question principale du livre, c'est, je vous cite, si je devais résumer ce livre en une question, je la poserais en 2 temps. Pourquoi la souveraineté du Québec a-t-elle échoué et quelles sont les conséquences de cet échec? C'est donc ça votre constat général? Oui, mais je crois que la souveraineté telle que nous l'avons définie à partir des années 60, c'est une idée qui a des origines avant la Révolution tranquille, elle remonte à la surface de la conscience collective à partir des années 20. Oui. Mais le souverainisme, donc cette alliance entre la recherche de l'indépendance et un certain modèle social, technocratique, démocratique, et ainsi de suite, cette synthèse mise en place dans la première décennie de la Révolution tranquille, je crois que nous pouvons constater aujourd'hui qu'elle a échoué. Ça ne veut pas dire que l'idée d'indépendance est à jamais vaincue, mais ça veut dire que le mouvement qui était porteur de cette cause est aujourd'hui dans un piteux état. Et si on veut comprendre, en fait, je dirais, si on espère le ressaisissement de cette idée, d'abord doit-on comprendre pourquoi elle n'a pas réussi. Vous dites aussi, Mathieu Bocoté, un petit peu plus tôt, que les Québécois, je vous cite, ne savent plus à partir de quelle catégorie appréhender leurs conditions politiques. Donc d'un côté, si je comprends bien, il y a un malaise général qui s'exprime maladroitement, j'imagine, par des élections un petit peu, on vote à droite, chaotique, parce que l'offre politique ne correspond plus à la demande. Très juste. C'est-à-dire, il y a un décalage en ce moment au Québec entre l'espace politique que nous avons hérité de la Révolution tranquille, où il y avait 2 grandes coalitions, souverainistes et fédéralistes, les 2 campés à peu près au centre-gauche, centre-droit, centre-gauche pour les péquistes, centre-droit pour les libéraux. Et ça, encore là, il y aurait bien des nuances à faire. Et ces 2 coalitions ne parviennent plus véritablement à représenter la complexité de la dynamique politique québécoise, ce qui fait que depuis une dizaine d'années, on a vu par exemple le Parti québécois à plusieurs reprises menacé dans son existence même. Oui. On a vu aussi l'émergence d'alternatives politiques. On l'a vu par exemple avec l'ADQ qui à quelques reprises a failli déclasser le Parti québécois. On l'a vu avec le Parti conservateur fédéral qui en 2006 a réussi à faire une percée, qui en 2008 même était à peu près était au même niveau que le Bloc dans les sondages. On l'a vu avec le NPD qui a déclassé le Bloc aux dernières élections fédérales. Donc une grande instabilité de l'espace politique qui correspond au fait qu'il ne correspond plus aux préférences populaires telles qu'elles s'expriment, je dirais, telles qu'elles s'expriment intimement parce qu'elles ne trouvent pas encore de véhicule pour s'exprimer. Mathieu Bocoté, pensez-vous que les sondages d'aujourd'hui qui signalent une remontée fulgurante du Parti québécois au détriment de la CAQ s'inscrivent dans ce que vous dites? Je dis des sondages qui remontent fulgurante à 30%. Oui, mais à partir de 21, en un mois. Mais autrefois à partir de 40 quelques. Oui, mais là on parle de 4 semaines d'écart seulement. Oui, mais voilà, c'est-à-dire il y a ce qui est intéressant lorsqu'on pense la politique, c'est le grand écart finalement entre les tendances lourdes qui sont repérables, qu'on peut analyser, et l'indétermination qui est le propre du politique, c'est-à-dire il est toujours possible que des acteurs fassent quelque chose de ces tendances lourdes et qu'une surprise se produise. Les acteurs étant les politiciens. Oui, pardonnez-moi, mais c'est aussi l'ensemble des forces sociales, mais les politiciens principalement. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est que c'est une authentique course à 3 qui se dessine pour les élections. Et c'est une bonne nouvelle pour le Parti québécois et pour ceux qui s'y rallient, mais je nous inviterai à ne pas nous illusionner sur la portée de ces sondages. S'ils nous marquent le fait que le Parti québécois est de nouveau capable de rassembler sa base électorale, qu'il a stoppé la saignée, rien ne nous annonce un dénouement référendaire positif dans un
prochain mandat. On ne fait pas l'indépendance avec un gouvernement élu à 37%. Donc, ce que je cherche à comprendre, au-delà de ce sursis accordé au Parti québécois dans les derniers sondages, c'est qu'est-ce qui fait qu'on en est quand même venu aujourd'hui à cette déstabilisation politique générale du Québec. Maintenant, Mathieu Bock-Côté, on a adressé le portrait général de votre argumentation. Venons-en aux causes. Vous le dites d'ailleurs en page 56, il y a deux... Les Québécois, on l'a vu, et puis Jacques Lacourcière, mon invité principal, pas principal mais précédent, parlait les Québécois sont incompréhensibles, ils votent à droite, à gauche, n'importe comment, on peut pas les saisir, et vous-même vous parlez de deux cause, il y a la peur économique qui fait que les Québécois n'ont pas réussi à faire leur souveraineté, et aussi l'ambivalence identitaire. Vous semblez pas être d'accord avec cette deuxième explication? Je crois que ces causes sont réelles, mais bien partielles, et qu'elles occultent une question fondamentale, c'est-à-dire est-ce que les souverainistes ont travaillé à leur propre malheur? Est-ce qu'ils ont contribué à leur propre malheur? Et c'est un peu la thèse que je développe sur certains points. Le premier en montrant comment les souverainistes ont assez vite intériorisé le mythe de la grande noirceur. Donc, évidemment, la Révolution tranquille était éminemment positive. Je fais partie de ceux qui ont la nostalgie de la Révolution tranquille, comme plusieurs. Elle a été porteuse d'une dynamique d'affranchissement, d'émancipation. Maître chez nous, c'était quand même un beau slogan. Mais le fait est que la Révolution tranquille s'est constituée aussi sur un reniement de tout le passé canadien-français. Donc, on ne s'est pas contenté de faire le procès du régime duplessiste. On a quelquefois fait le procès de l'expérience historique du Canada français en elle-même. Ce qui fait que les souverainistes vont entretenir au fil de l'histoire des rapports toujours tendus avec l'identité nationale. Ils vont toujours vouloir être plus modernes que les modernes. Ils vont toujours avoir une certaine mauvaise conscience à l'idée de mobiliser des arguments identitaires, et ça, on l'a vu surtout, c'est les 15 dernières années. Et il y a un autre élément, c'est que le souverainisme, pour être moderne, a toujours cru qu'il devait être principalement, sinon exclusivement, à gauche. Je ne parle pas ici seulement d'une gauche économique, mais plus largement culturelle, sociale, ce qui fait que le souverainisme a fait une erreur. Il y a des nationalistes québécois, il y a même des Québécois à gauche, au centre et à droite. Il y a des nationalistes et des souverainistes, des partisans de l'indépendance à gauche, au centre et à droite. Mais les souverainistes n'ont pas cherché à rassembler tous ces nationalistes, ils ont plutôt cherché à transformer la souveraineté en poursuite du progressisme par d'autres moyens. L'indépendance n'était valable que si elle était accrochée à un projet de société dit de gauche. Eh bien, il ne faut pas se surprendre si des éléments plus conservateurs, mais pourtant fidèles au Québec, se sont retrouvés de plus en plus étrangers par rapport au projet souverainiste. Pensez-vous, Mathieu Bock-Côté, que tout cela était déjà inscrit en germe dans... Il y a quelques... Vous citez Pierre Bourgault à un moment donné, et je le répète en ondes, voici ce que Pierre Bourgault dit. « Je rêve que le Québec, libre enfin, devienne le premier pays du monde à n'avoir ni drapeau, ni hymne national. Je rêve de voir notre seule liberté nous servir d'étendard et notre seule fraternité nous servir d'identification pour le genre humain. » Est-ce que c'est un peu tout ça qui a annoncé cette orgie de progressisme par la suite? Voilà, c'est-à-dire ce que j'analyse, c'est qu'on le voit que c'est présent dès l'origine du mouvement. Bourgault, la citation que vous reprenez est très, très révélatrice ici, c'est-à-dire Bourgault s'imagine l'indépendance comme porteuse d'un appel à l'émancipation si radicale que nous devrions nous déprendre de notre héritage historique, sans drapeau ni hymne national, sans culture, doit-on comprendre. On peut aussi penser à André d'Allemagne, un autre théoricien de l'indépendantisme, qui dira quant à lui que l'indépendance permet au Québec de se délivrer d'une identité qui ne lui appartient pas et d'imaginer désormais l'avenir à partir d'une page blanche. Autrement dit, l'indépendance ne sert pas à donner un État à son peuple, mais à créer une nouvelle société à partir de rien. Eh bien, l'indépendance du Québec a deux pôles en elle. Il y a évidemment un pôle utopie, appelons ça comme ça, c'est-à-dire l'aspiration à l'émancipation, mais il y a toute une autre dimension qui se qu'on pourrait appeler le pôle enracinement, le pôle identitaire, et ce pôle enracinement a été très souvent et depuis longtemps négligé par les souverainistes, et lorsqu'ils y reviennent, c'est toujours avec des pincettes, avec une forme de mauvaise conscience, comme s'ils avaient l'impression que le souverainisme devait être absolument hygiénique, c'est-à-dire ne pas se tacher d'identité. Je crois qu'on a, et ça on a vu à quelques moments de l'histoire, la crise des accommodements raisonnables est le dernier d'entre eux. Mathieu Bock-Côté, on y viendra un peu plus tard, mais vous tracez une ligne intermédiaire, vous êtes conservateur, et on va reparler de votre conservatisme, parce qu'on a déjà parlé dans une autre chronique, mais il y a aussi l'autre cause de l'échec du souverainisme, qu'on devine en filigrane dans vos propos, c'est une désoccidentalisation de notre identité? Oui, ça, vous le dites c'est important. Comment? Oui, je vous écoute.
Oui, parce que je vous cite, je vous dirais, la culture québécoise prenait forme dans la négation fondamentale de ce qui lui aurait permis de se perpétuer. La désoccidentalisation de l'identité québécoise finira par se retourner contre le souverainisme, évidemment. C'est fort. Oui, mais je crois que c'est une autre chose qu'on repère. Il faut revenir aux années 60. Le propre d'un cycle qui s'achève, c'est qu'on retourne à sa genèse pour comprendre, pour en faire l'histoire, finalement, si on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Or, on peut voir que dans les années 60, on assimile la modernité culturelle à un discours fondamentalement transgressif. Donc, c'est la critique de l'autorité, c'est la critique de l'héritage. On va le voir, par exemple, dans la revue Parti pris, où on va faire le procès de non seulement des dérives de l'Église, ce qui était absolument indispensable, mais de l'empreinte même du catholicisme sur notre culture. On va faire le procès de la langue française au nom du joual. Le joual va être vu comme une langue d'émancipation parce que ce serait celle de la condition prolétaire. L'indépendantisme va inscrire tout ça dans une forme de tiers-mondisme fantasmatique. Donc l'indépendance du Québec devait être pensée comme celle des Algériens, des Vietnamiens et ainsi de suite. Donc on a, plus encore je dirais, l'indépendantisme va nous dire le Québec a plus en commun avec les nations du tiers-monde qu'avec les autres nations occidentales. Donc on a un rapport trouble qui se constitue avec la civilisation occidentale dès les années 60. Et ça va culminer, ça, je crois, dans les années 2000, lorsqu'on va voir la crise des accommodements raisonnables, lorsqu'on va voir le vieux passé catholique du Québec ressurgir dans l'espace public. Et là, plusieurs se demandent qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce passé catholique revient-il? Eh bien, je fais l'hypothèse que ce passé catholique était devenu un peu le symbole inattendu de notre appartenance à la civilisation occidentale. C'est-à-dire, on s'accrochait au catholicisme en disant... Voilà un symbole un marqueur identitaire qui dit nous n'appartenons pas spontanément à la civilisation mondialisée. Notre lieu d'inscription civilisationnelle, c'est l'Occident, et je crois que les Québécois cherchent depuis un certain temps à reconnecter avec cette part de leur identité. Je crois que les souverainistes, hélas, n'ont pas toujours été très attentifs à cette part de l'identité québécoise. Et, Mathieu Bocoté, vous ne pensez pas que le Québec est plutôt hybride parce qu'il appartient à l'Occident, c'est juste, mais il a lui-même été en partie colonisé. Ah, c'est donc, on peut pas dire qu'on est... Je ne nie pas cette histoire de la domination. Si je la niais, je ne serais probablement pas indépendantiste. Mais je dis que la condition québécoise est assez originale pour ne pas se réduire aux catégories dans lesquelles on a cherché à l'enfermer traditionnellement. Forcément. Le chanoine Groux, ensuite René Lévesque parlait eux aussi le langage de la décolonisation, mais toujours avec des guillemets, toujours avec moi qu'ils étaient encore plus malheureux qu'ils ne l'étaient véritablement. Oui, je me souviens de ça, partie des indépendantistes, finalement, assez rapidement dans l'histoire du mouvement, ne parlait plus au peuple québécois réel, mais un peuple québécois fantasmé et imaginé. D'ailleurs, si vous vous souvenez les propos les insolences du frère Intel de Jean-Paul Desbiens, il dit nommément dans son texte que les Anglais ont été des nurses pour nous, des nurses. Ça n'a pas été si... C'est pas comme les Français en Algérie ou ailleurs. Non, voilà, c'est-à-dire c'est une histoire complexe que la nôtre. La conquête, je serais le premier à le dire, est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe à laquelle nous avons survécu par nous-mêmes, par laquelle nous nous sommes rebâtis. Et je dirais qu'on arrive dans les années 60 comme un peuple qui a une force, qui a accumulé des forces depuis en fait l'échec des rébellions, qui a accumulé des forces assez considérables et qui va les investir dans un grand projet d'émancipation nationale. Et là, je le redis, certains m'ont demandé est-ce que je fais un procès de la Révolution tranquille? Bien sûr que non. Je fais une critique de ses dérives et de ses excès. Mais la Révolution tranquille, c'est le moment où une longue préparation historique peut enfin aboutir. De là tout le problème de l'échec actuel du souverainisme. On ne peut pas avoir investi autant d'énergie dans un projet politique qui est celui de la refondation du Québec pour que ça aboutisse à rien sans qu'on en paie le prix, presque psychologiquement. Cette espèce de cynisme, cette espèce de démission civique qu'on voit partout au Québec aujourd'hui sont tout autant de symptômes de cet échec collectif que nous tardons à comprendre. Mathieu Bocoté, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient tout juste de sortir aux éditions du Boréal. L'ouvrage s'intitule Fin de cycle. Venons-en un petit peu à vous-même, Mathieu Bocoté, parce que vous parlez pas mal de vous-même dans le livre et de votre famille, de votre héritage, de votre appartenance, de vos fidélités. Vous êtes conservateur et vous en avez déjà parlé ici à la chronique. Je pense que vous définissez assez bien ça. Vous dites c'est une disposition, je pense, négative à l'endroit de l'utopisme. Oui. Je crois que je vous cite correctement. Ça veut dire que vous dites que vous avez les deux pieds sur terre, vous êtes réaliste, c'est ça?
Ben, ça veut surtout dire que le 20e siècle, et plus largement la modernité, mais disons le 20e siècle nous a montré tout le danger du mythe d'une société parfaite, d'une société définitivement réconciliée avec elle-même, d'une société sans fracture, d'une société qui croit que l'homme ne porte pas en son cœur le mal et le bien, si je puis dire, d'une société qui croit faire l'économie de son histoire, de sa culture et de ses traditions pour se refonder dans une espèce de rapport immédiat à ses idéaux. Hein? Les idéaux incandescents, comme s'il n'y avait pas de culture, comme si on n'accédait pas à ça à travers une culture, une histoire, une mémoire et ainsi de suite. Donc, lorsque je parle d'une disposition défavorable envers l'utopisme, c'est une disposition défavorable envers ceux qui voudraient liquider l'expérience historique comme si elle était de trop pour penser la démocratie. Quant à moi, l'homme se définit d'abord par son inscription dans des médiations historiques, culturelles, nationales, politiques, et c'est par ces médiations qu'il peut ensuite envisager une aspiration à l'universalité. Mais l'homme qui décide de se déraciner pour être universel ne sera finalement qu'un déraciné, qu'un homme nu. Bon, conservateur Mathieu Bock-Côté, vous citez pas mal d'auteurs qui sont un peu des mentors spirituels, si j'ose dire. Il y a Raymond Aron, qui est votre de vos préférés, et dont vous citez une phrase qui est très jolie, en exergue d'un chapitre: les hommes font l'histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils font. Oui, mais ça, c'est fondamental. Hein. C'est-à-dire, la liberté humaine est une liberté très réelle, mais ce n'est pas la liberté du démiurge. Du démiurge étant le créateur, c'est ça? Oui, mais c'est-à-dire celui qui décide de décréter, de créer le monde à la manière d'un pur acte de volonté. C'est-à-dire, la liberté humaine est une liberté de s'orienter dans une histoire chaotique qui nous échappe, mais sur laquelle nous pouvons avoir une influence, sur laquelle nous pouvons avoir une emprise, mais cette emprise ne sera jamais totale. Et voilà pourquoi là-dessus, Aron est un penseur brillant des vertus et des limites de la modernité. Des vertus parce que la liberté humaine n'est pas insignifiante, nous ne sommes pas simplement mus par des déterminismes historiques, sociaux, culturels qui nous échapperaient, mais cette liberté est toujours située, c'est la liberté, et de là l'importance du politique. Parce que le politique, c'est ce par quoi nous accédons à cette liberté de définir notre histoire. Mais encore une fois, je le redis, c'est une liberté toujours partielle, et notre capacité de nous approprier notre propre destin ne sera jamais définitive. On a vu au 20e siècle, ce qui arrivait lorsqu'on croyait que c'était définitif, c'est à ce moment que surgit toujours la tentation autoritaire. C'est-à-dire, si on pense que le monde peut être fabriqué par un pur acte de volonté, eh bien, soudainement, on est beaucoup moins tolérant envers tout ce qui résiste à notre volonté. Tout à fait. Et Mathieu Bock-Côté, vous avez aussi des mots très, très tendres et très touchants à l'égard de votre famille, votre père et votre mère notamment. Je vous cite un petit peu, et ça rejoint ce que vous disiez d'Aron. Pourquoi brossais-je ainsi à gros traits mon histoire familiale, car mon premier sentiment politique n'est pas sans lien avec cela. C'est celui de la gratitude envers le donné, le devoir d'honorer une certaine filiation. L'homme est d'abord un héritier. Nous ne venons pas de nulle part. C'est bien dit. Ah ben c'est la chose la plus fondamentale de mon point de vue, c'est-à-dire c'est une figure un peu oubliée par notre hypermodernité, la figure de l'héritier. Elle est pourtant fondamentale et fondatrice, c'est-à-dire nous n'arrivons pas dans un monde qui nous accueille presque à la manière d'une merveille absolue et qui fait en sorte qu'on devrait abolir la société lorsqu'on y arrive. Et se civiliser dans notre monde, ça veut dire connaître les codes de la société, ça veut dire reconnaître que la société nous précède et nous survivra, le monde dans lequel on s'inscrit nous précède et nous survivra, et de ce point de vue, je dis, j'ai appris cela presque de manière involontaire et inconsciente par ma famille qui m'a transmis, et ça j'ai toujours été très reconnaissant là-dessus, un sens de l'héritage, un sens de la filiation qui me semble-t-il a aussi une portée politique. Maintenant, j'ai quand même un petit grief à l'encontre. Évidemment, je vous aime bien, c'est pour ça que je vous dis ça. Je vais vous poser une petite question bien simplette. De quel peuple parlons-nous? Mais du peuple québécois. Je veux bien, mais ce sont des mots, ça. Ce que je veux dire, c'est que dans votre livre, on sent un discours extrêmement intelligent, extrêmement articulé. Vous citez plein de choses. Vous connaissez l'histoire du bout des doigts et vous lui donnez un sens. Mais ce peuple québécois, je ne le sens pas palpiter à travers vos lignes. J'ai l'impression que vous avez superposé un discours tout à fait convaincant, mais sur une réalité qui est beaucoup plus visqueuse, beaucoup plus... je reprends les termes de Jacques Lacourcière, qui était l'invité précédent. C'est un peuple inconséquent. Mais je suis pas d'accord avec ça. Non. Je pense pas que les Québécois sont inconséquents. Je crois que les Québécois ont des défauts, mais certainement pas l'inconséquence. C'est un peuple prudent. Très certainement. C'est un peuple qui a appris que lorsqu'il décide, et il l'a appris à quelques moments, au moment des insurrections de 37-38, que lorsqu'il se soulève brutalement et qu'il n'en a pas les moyens, il peut tout perdre. Après 37-38,
au moment de l'acte d'union en 1840, on perd jusqu'à notre existence politique. Oui. C'est un peuple qui sait que c'est dans son enracinement qu'il a trouvé les moyens et je dirais les raisons de durer à travers des périodes assez difficiles dans notre histoire. Hein. Fernand Dumont a déjà parlé de l'hiver de la survivance. Oui. Donc c'est un peuple qui trouve dans son enracinement probablement sa plus grande force, surtout dans un continent qui ne sera jamais une fois pour toutes le sien, où il sera toujours un peu, je dis quelquefois, un peu à l'écart. Hein. La réalité québécoise n'est pas une évidence québécoise. Il n'y a rien d'évident à ce qu'une partie de l'Amérique parle français. Eh bien, je crois que les Québécois ont le sentiment de cette précarité collective. Donc, du sentiment de cette précarité naît le sentiment d'une nécessaire prudence et aussi le désir d'exister un jour pleinement. Et c'est dans cette espèce de triangle d'aspiration qu'on peut comprendre, je crois, la condition politique québécoise. Malgré tout, Mathieu Bock-Côté, je reste encore sur ma faim et j'irai même un peu plus loin, quitte à être un peu désagréable. J'ai l'impression, et je le sens dans ce livre-là, mais je le sens dans toute la littérature indépendantiste, comme je la sens également dans la littérature non indépendantiste ou fédéraliste, si vous voulez. Le peuple québécois me semble un prétexte pour faire des discours par-dessus et qui n'ont pas vraiment prise. J'ai l'impression qu'il y a, si vous voulez, entre le signifiant et le signifié, il y a un divorce toujours. Et le peuple est cette donnée qui échappe à toutes les analyses. Mais le fond de tout peuple est difficile à saisir. J'ai tendance à me méfier, quant à moi, de la transparence absolue, hein, c'est-à-dire... Je parle pas de ça, je parle pas de la transparence absolue, je parle juste de... Non, comprendre les motivations intimes d'un peuple, il y a toujours ici une part d'interprétation inévitable. Oui. Il n'y a jamais de réponse définitive dans notre tentative de comprendre ce qu'est l'identité d'un peuple, ce qu'est la culture d'un peuple, ce que sont les aspirations d'un peuple. Dans ce livre, ce que je cherche à comprendre, c'est, au moins partiellement, c'est la condition politique québécoise. C'est-à-dire, qu'avons-nous fait dans cette histoire tout à fait singulière qu'est la nôtre, de quelle condition politique peut-elle être associée à notre histoire comme peuple? Et c'est ce que je cherche à comprendre, c'est ce que je cherche à saisir, surtout en cherchant à voir comment l'idéal le plus fécond qui a traversé notre histoire, comment, au moment de se matérialiser, d'advenir, eh bien, il nous a échappé et s'est retourné contre nous. Mathieu Bock-Côté, je rappelle que vous êtes l'auteur de Fin de cycle, aux origines du malaise politique québécois, qui vient de sortir aux éditions du Boréal et que dont je recommande vivement la lecture. C'est tout le temps dont on dispose malheureusement. À mardi prochain, cette fois-ci, exceptionnellement. Très bien, c'était donc Mathieu Bock-Côté qui nous parlait de son dernier livre. Voilà qui achève le Midi Actualité.